je m'appelle Jean-Cédric. J'ai eu un parcours assez classique. Hein. J'ai démarré dans la grande distribution. J'ai développé un business de distribution dans 7 ou 8 îles dans la Caraïbe. Donc, on va dire que j'ai bien réussi. Et en 2001, je suis devenu distributeur de perles à bas en Guadeloupe. D'accord. Et j'ai vu qu'il y avait une opportunité. Donc, en 2001, je n'avais pas forcément l'argent pour ça. Ça a mis presque 7 ans. Et en 2007, en juillet 2007, j'ai réussi à mettre la main sur perles à bas. Voilà. D'accord. Alors évidemment, ça fait 15 ans aujourd'hui, mais pendant longtemps, bon, on va dire, c'est le summum pour un vendeur de bière, de champagne, de vin et d'alcool de devenir distillateur quand vous êtes antillais. Et de plus, ma grand-mère est métisse, est née à Marie-Galante, donc, et ma famille dans le bricolage. Donc voilà, donc rien à voir. Et donc, c'était une sorte d'accomplissement, de rêve de jeune homme de devenir propriétaire d'une distillerie, en plus celle-là, avec ce nom incroyable. Donc l'entreprise a été créée en 1726 par une demoiselle Poisson, qui a créé une sucrerie. D'accord. Donc le lieu-dit s'appelle Poisson, parce que souvent le lieu-dit provient de la personne qui était à l'endroit. Du premier propriétaire, quoi. Voilà, exactement. Donc c'est devenu distillerie au 19e siècle, et ça a pris le nom de perles à bas au début du 20e siècle. Voilà. D'accord, ok. Donc on a encore la chance d'avoir un vieil alambic dans la distillerie, c'est-à-dire au début du 19e, ils ont utilisé l'alambic pour faire du rhum. Okay. Et à aujourd'hui, nous utilisons des colonnes créoles, c'est-à-dire type perles à bas, qui a modernisé les colonnes de cognac, qui les a amenées aux Antilles, et qui a transformé le tafia, qui était le rhum ferme alambic, en Gildiv, qui est une de nos marques déposées, qui est le premier nom savant du rhum moderne, fait en colonne. Et après le RUM, ROM et RHUM qu'on connaît maintenant. Donc on a 2 colonnes en cuir de type créole. On a un domaine sympathique de 550 hectares. On a 50 hectares de cannes plantées. Okay. On vient de planter 5000 cocotiers, on fait une cocotte près. On a aussi une plantation de 10 hectares de cannes bio, donc on récolte à peu près 500-550 tonnes de cannes bio par an. Donc c'est pour ça que cette année, le bio est sorti et il sera donc millésimé à partir de cette année. Au mois de juin, on va donc sortir le millésime 2022. Super. Donc l'équipe, moi j'ai revendu mes affaires de distribution en 2017 et donc j'ai pris un peu de temps et je suis venu m'installer fin 2019 à Marie-Galante. Okay. J'ai abandonné ma famille et donc j'y vis maintenant depuis fin 2019. Et donc depuis, on a lancé un grand chambardement d'organisation. Entre-temps, depuis 2019, le chiffre d'affaires a été multiplié par 3. Et écoutez, tous les nouveaux produits qu'on sort, tous ces séries limitées, le 707, le Black Opus, le bio, le parcellaire, sont à chaque fois des succès. On a même été obligé de rééditer le bio et le parcellaire parce que en général, c'est pratiquement vendu avant d'être embouteillé. Et là, cette année, on va donc faire un page 2 de 707, c'est-à-dire le brut de colonne. Okay. On va sortir une canne jaune, 100% canne jaune, qui est une canne très rare. Canne jaune, d'accord. Et on va sortir une double distillation. Donc, ce sont les produits qui vont sortir entre juillet et septembre. Vous avez la chance d'avoir en Europe. Super. Il y aura le petit frère de Black Opus qui va être préparé d'ici un mois, qui s'appelle Silver Opus, qui sera un 2011, 8 ans, finish 3 ans en fût de grand cru classé de Bourgogne blanc. D'accord. Et pour l'été, fin juin, on va sortir le nouveau navire amiral parce qu'on a 95-97 qui sont des bouteilles qui existent depuis 4-5 ans. Là, on sort un 2007 qu'on va appeler Poséidon, avec un très beau packaging, un très beau coffret. Ce sera un peu notre nouveau navire amiral qui va être incroyable. Superbe. Voilà. Superbe. Et alors, quand vous parlez de double distillation, vous disposez aussi d'un alambic ou alors, j'imagine que c'est peut-être l'alambic de rhum-rhum Non. Rhum-rhum, c'est rhum-rhum. On va sûrement faire des choses à terme avec eux. Okay. Là, en fait,
on fait des fermentations particulières et on met 20% de rhum à 70 degrés dans les nouvelles cuves de fermentation. C'est-à-dire qu'on redistille du rhum déjà fait avec des fermentations différentes pour permettre d'avoir une odeur, un goût, quelque chose de différent. Ça n'a jamais été fait et c'est comme la canne job. On essaie de se spécialiser dans les produits ultra premium et ultra sélectifs. C'est top. Donc, je pense que je vais ajouter quelque chose qui est important, c'est chez Perlaba, ce qu'il y a de plus important, c'est le process. C'est-à-dire, toutes nos cannes sont coupées à la main, tous nos salariés sont salariés à plein temps. Nous achetons 85% de nos cannes à des planteurs margarantais. Les 15% proviennent de notre propriété. Que nous utilisons pour le broyage, la fermentation et la distillation l'eau de la source. Nous avons une source sur le domaine qui permet d'avoir un pH incroyable. On n'est pas très loin d'Évian. Et donc, la particularité chez Perlaba, c'est que nous faisons aussi des fermentations longues. Grosso modo, les grandes entreprises de distillation en Guadeloupe, c'est plutôt 12 heures. Nous, c'est 72 heures, donc 6 fois plus. C'est la même différence qu'entre en Champagne, vous devez laisser reposer 18 mois vos vins, mais Dom Pérignon ne sort jamais de produit avant 4 ou 5 ans. Et en fait, c'est en fermentation que, vous récupérez les arômes, l'organolepsie, tout ce qui est au niveau du goût. Et notre particularité chez Perlaba, c'est en effet que quand vous ouvrez une bouteille, ça sent que le jus de canne et pas l'alcool. Et ça, c'est vraiment la grande différence entre Perlaba et tous les autres. Il y a de très belles maisons qui font de très belles choses. Donc là, et nous utilisons 2 types de levure. Nous avons donc la levure du boulanger classique, non OGM, et la levure Perlaba qu'on récupère de cuve en cuve. Et quand l'usine est arrêtée, elle est mise au frais en grande quantité pour la réutiliser lors de la réouverture. Vous arrivez à la garder d'une saison à l'autre. Exactement. Super. Super. Et alors, est-ce que l'indication géographique vous limite en termes de longueur de fermentation ou est-ce que c'est libre? Non, il n'y a aucun problème là-dessus. Non, la limitation, c'est pour 2 plateaux, mais on a les 15 plateaux. On va dire que l'appellation géographique, si je ne permets pas mon contingent, je ne l'aurais pas prise parce qu'en fait, j'estime que chaque entreprise doit avoir son style et l'important, c'est d'être sérieux. Moi, je dirais qu'entre parenthèses, à chaque fois que je vais sur le marché une bouteille, que ce soit du 59 ou du vieux, je mets mon nom en jeu. Et donc, nous, on est des gens sérieux. On voit d'ailleurs qu'on a, enfin, j'ai pas fini le concept. L'autre élément qui est très important, c'est qu'on arrête de distiller à 70,7. Pourquoi? Parce qu'à partir de 70, plus vous distillez haut, plus vous perdez vos arômes. C'est moins rentable de distiller à 90 ou 92, d'être à 70, mais vous gardez vos arômes et surtout vous ne générez pas les esters de tête qui fait mal à la tête. 3 Perlaba, 3 d'un autre, vous allez bourrer, mais le lendemain, vous n'avez pas mal à la tête avec le Perlaba. C'est même du 50. Et alors, ça a toujours été cette méthode-là? Pardon. Ça a été toujours été cette méthode-là ou c'est des méthodes que vous avez mises au point récemment? Est-ce que ça a toujours distillé dans les 70 chez Perlaba? Ouais, c'était peut-être un petit peu plus haut, 72 et demi. D'accord, disons qu'en fait, j'ai 25 ans d'expérience de grands crus classés et de champagne et autres alcools prestigieux. Et donc, dans ma carrière de distribution pendant 25 ans, de toute façon, c'est un petit monde, on connaît un peu ce qui se passe, notamment en termes de vieillissement. Tous nos rhums blancs passent donc une semaine dans des fûts de 10 millilitres en chêne français pour leur apporter de la rondeur, comme un grand Bordeaux. Et après, la légalité, c'est 4 semaines de repos qu'on appelle rassir le rhum. Nous, c'est 38 semaines, ce qui permet que le rhum mis à la consommation est déjà reposé et donc ne brûle pas, ne fait pas mal. Et on poursuit tout le travail qu'on a fait en amont, la qualité à la main. Donc, pas de dépôt dans les cuves de fermentation, c'est-à-dire nous n'avons pas de boue, 0 boue. Pas besoin de mettre de produits chimiques dans les cuves, seulement nos fermentations. Après, nous avons donc des tonneaux, 95%, c'est du Jack Daniel Tennessee Whisky, le plus petit, 190 litres. Et on achète des tonneaux qui ont 7 ans d'âge en whisky. Derrière, on les remet 3 ans en rhum. Et pour aller dans la deuxième salle de vieillissement, c'est-à-dire pour faire du 8 ans et plus vieux, les tonneaux ont toujours 10 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Vous remarquerez que les grandes maisons d'alcool, je prends Macallan par exemple, vous
certains whisky japonais, vous verrez qu'un 15 ans à 18 ans chez Macallan n'est pas très foncé. Parce qu'ils ont la même technique que nous. Ils utilisent de vieux barriques, de bonnes barriques, de belles barriques, prestigieuses, mais la couleur est le contraire de l'odeur. Si vous utilisez que des fûts neufs, au bout de 3 mois, vous allez être du rhum noir. On ne vend pas de la couleur, on vend du plaisir, on vend des arômes. De la maturité. On est sur la langue, dans la gorge. Et comme un grand cru classé de Bordeaux ou de Bourgogne, quand vous buvez un rhum vieux par là-bas, déjà que 8 ans, vous verrez qu'en bouche, il vous reste 20 secondes. Bah là, du coup, nous, on est en train de déguster la réserve familiale. Alors, la réserve familiale a une histoire particulière, c'est que nous, essentiellement, depuis 20 ans, on vend beaucoup de rhum 59 en France. Entre-temps, il y a eu l'apparition de tous les rhums sucrés qui ont permis le développement du marché, l'ouverture à nouveaux consommateurs, les jeunes, les femmes et autres. Et nous, on a que 400 et quelques tonneaux, donc on a pas une quantité de rhum très importante. Donc notre 8 ans, excellent, mais cher, entre l'importation depuis Marie-Galante, l'importateur, le distributeur et le commerçant qui le vend. Donc on a décidé il y a 5-6 ans de pouvoir, on avait des demandes de nos clients qui étaient fans de 59, de pouvoir goûter notre travail sur le rhum vieux. Évidemment, après les millésimes, les 2010 et 2004, le 2007 qui va sortir, ce seront évidemment des produits, on va dire, plutôt chers. Donc on a décidé de faire un blind, 5-6 ans. C'est le seul produit blindé chez Verlabas, sinon tout ce qui est 8 ans et plus vieux, toujours plus vieux que 8 ans, c'est toujours un single cask millésimé. Et donc c'est un blind qui permet d'avoir la qualité du rhum vieux Verlabas à un prix abordable pour le commun des mortels. Alors, évidemment, il y a eu un travail dessus et de qualité de longue haleine. On a mis 1 an avant de le sortir, mais on est assez satisfait parce qu'il est très aromatique, il est plutôt doux. Et il vous offre pour un prix modique du Verlabas, qui n'est pas forcément facile à avoir. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on a. Alors, si je me trompe pas, c'est un assemblage de rhum. C'est là-bas Soleil, c'est ça, hein? C'est le rhum qui est élevé en cuve. On a un blind 5-6 ans en rhum vieux et de l'or. En fait, chez nous, les remembrés, on en a 2. Et ce sont aussi des marques déposées. On a donc le 12 mois qui s'appelle Soleil et le 36 mois qui s'appelle l'or. D'accord. Donc, pour baisser le prix, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est marqué élevé sous bois, parce que on ne peut pas mélanger un rhum vieux avec un rhum élevé sous bois, donc il descend en rhum élevé sous bois. On prend l'âge du plus jeune. Un mélange 5-6 ans, suivant les tonneaux, avec du 3 ans, qui est d'ailleurs le rhum l'or, qui est le 3 ans élevé sous bois, et donc le plus vieux rhum élevé sous bois. Ah bah oui. Jamais personne ne fait du 3 ans. Voilà, qui est une très belle couleur d'ailleurs, lui aussi. Couleur or. Donc, ce qui permet de réduire de plus de 60% le prix, qui permet d'avoir un produit intéressant. Voilà. Ouais, je trouve qu'on sent à la fois la maturité d'un côté, puis il y a encore de la canne, quoi. Il y a encore de la fraîcheur. Exactement, mais la fraîcheur provient de l'or. Il y a encore un peu de poivre, et puis à la fois un toucher quand même très gras, donc on sent qu'il y a une partie quand même mature, quoi. Ah ben, vous le voyez dans votre verre, hein. Nos produits sont gras et donc accrochent au verre. Comme les belles bouteilles que vous faites en France. Ouais, c'est vrai. C'est marrant parce que oui, vous avez évoqué le vin, on est un peu sur une couleur de vin blanc. Hein. Ouais. Exactement. Exactement. Ouais, quelque chose, mais du coup qui colle un petit peu au jamais verre. La couleur parce qu'on pense que c'est un faux ami. Ah oui, bien sûr. C'est vraiment le nez, l'ouverture de la bouteille au nez et après s'ouvrir un petit peu dans le verre un rhum vieux. Et derrière, une fois bien ouvert, on sent justement cette particularité de ce blind entre le élevé sur bois 3 ans et le 5-6 ans. Ouais, puis d'ailleurs, l'avantage avec ce produit, c'est la grande mode aux Antilles depuis quelques années. Vous pouvez aussi bien le boire en rhum vieux digestif, en rhum vieux type punch. Voilà. Anti-vieux. Anti-vieux aussi. D'accord. Moi, je trouve qu'au nez, il est extrêmement fruité. Je sais pas si Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, il y a Olivier qui disait qu'au nez, il est extrêmement fruité. Tout à fait. C'est encore la fraîcheur. Moi, je sens la campagne. C'est bizarre. Vraiment la campagne. Sur les notes du bois, j'ai une palette de pamplemousse, de
citron Ouais. jaune. Ouais, il y a pas mal Et de d'agréments. l'autre côté, quelque chose comme le caramel et les noix, qui permettent d'avoir vraiment une palette Les deux mondes, quoi. odorante, voilà, Mm. c'est particulière. C'est-à-dire, c'est frais, mais c'est quand même un vieux. Voilà. Alors, il y a un de nos invités, Karimas, qui est là et qui dit que ça lui fait penser à la campagne, que quand il sent son verre, ça sent la campagne pour lui. C'est assez rigolo. Ouais. C'est vrai que... Écoutez, on a des notes qui sont vertes, mais ça provient du pamplemousse et du citron jaune. Ouais, C'est véritablement une histoire de fermentation. ouais, Ce sont les fermentations, même celles qu'il y a 3 ans et 6 ans, qui font devenir ce produit comme ça. ça sent la Et canne. les plus barriques, évidemment, aident, et puis on a une part des anges qui est aux alentours de 8% en moyenne sur 8 ans, Ouais. même si elle est beaucoup plus importante les 2 premières années, Oui. ce qui permet évidemment la réduction en termes de volume grâce à cette évaporation qui permet de créer les arômes. D'accord. Ok. C'est une belle concentration. En tout cas, c'est vrai que c'est intéressant pour découvrir ce style Marie-Galantais déjà, et voilà, plus précisément de Perle là-bas. Moi, je ne connaissais pas du tout. Marie-Galante, C'était c'est que un le vrai 59. terroir, hein, qui n'a pas été abîmé par les plantations de bananes, si on n'a jamais eu. Ouais. Donc le sol est sain. Et est-ce qu'on a toujours alors la canne qui est... Est-ce que c'est devenu un cliché ou est-ce que c'est toujours présent, le transport de la canne par les cabrouets à bœufs? Il y en a de moins en moins, mais il y en a encore. Ça se fait encore, ouais. Mais je vous dirais plus, c'est que Marie-Galante est véritablement la dernière à canne de la Caraïbe. Hein. Ouais. À Trinidad, il n'y a plus de canne à sucre. Hein. Ouais. À Barbade, il y a plus d'importations de mélasse qui provient de Brésil ou d'Amérique centrale que de canne produit local. Hein. Ouais. Je sais qu'ils voudraient. Marie-Galante, c'est vraiment la dernière île à canne. Et puis, la Martinique, qui ne fait que 1100 km², la pression immobilière, vu que la population est égale à celle de la Guadeloupe, est très importante. Entre 1 hectare de canne qui a été ou 3 000 € par an, ou monter un immeuble, rapidement, les gens font le calcul. Ouais. Et en Guadeloupe, on a un autre phénomène qui est le lessivage du sol, ce qui fait que la quantité de canne baisse un peu tous les ans, parce qu'il y a de moins en moins de planteurs, mais aussi ça en baisse parce qu'il y a eu plantation intensive depuis trop longtemps, depuis plus de 30 ans. En termes de canne, souvent les cannes ne sont pas coupées, elles sont coupées, replantées après. Il n'y a pas eu d'intensité dans cette utilisation de la canne à sucre. D'accord. En s'y baladant, on voit de la canne, mais vraiment partout, du 1er janvier au 31 décembre. Ouais, vous avez quand même un beau terroir bien préservé, du coup qu'on a la chance d'écouter ce soir. Merci beaucoup. Hein. Merci. Écoutez, c'était un plaisir. Désolé de ces contretemps, mais on a réussi à savoir, c'est plus important. Exactement, c'est le principal. Je suis toujours disponible pour parler de nos produits et de Marie-Galante et du rhum de manière générale. Super, ouais. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler de tout ça ensemble. Et puis on va continuer à découvrir les rhums du Perle là-bas. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, je vous souhaite une belle journée. Merci à vous aussi, à bientôt. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.